Vous êtes le cofondateur de ce site internet, lafourchette.com, créé en 2007. 2007, oui, tout à fait. Vous avez été racheté, vous nous expliquerez pourquoi, par TripAdvisor. Vous êtes toujours le gérant de cette société. Vous m'avez dit c'est que du plus, donc on va voir pour quelles raisons. Tout d'abord, votre parcours en quelques mots avant d'avoir cette idée, qui est l'idée du siècle ou pas, on le verra, mais en tout cas cette idée. Alors, comme je le dis souvent, l'idée, c'est pas grand-chose dans l'entreprise, mais non, le parcours, moi, c'est toujours quand j'étais petit, mes premiers souvenirs, c'était à 6-7 ans, c'est des entrepreneurs qui m'ont fait rêver. Et donc, voilà, il y a des gens, c'est les footballeurs, d'autres, c'est les chanteurs, moi, c'était les entrepreneurs. Et donc, j'avais décidé d'être entrepreneur, je pense, environ à 10 ans. Et donc, voilà, après, j'ai eu la chance de faire une bonne école française qui s'appelle HEC. Et une prépa avant. Et donc, en sortant d'HEC, pendant HEC, j'ai passé un an aux États-Unis en 97. Et 97-98. 97, c'est le moment où il y a eu l'IPO d'Amazon, donc la mise en bourse d'Amazon, avec une lettre absolument fabuleuse de Jeff Bezos aux actionnaires que je vous conseille d'aller chercher sur Internet, où il explique ce qui va se passer. Et 20 ans après, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc le succès, c'est pas le hasard. Et c'est aussi l'année où Hotmail a été racheté par Microsoft pour 400 millions de dollars. Alors aujourd'hui, ça fait un peu sourire vu les valorisations de certaines boîtes, mais c'était déjà quand même un énorme choc, je pense, dans le business, de voir une entreprise qui était indienne à l'époque, qui avait lancé juste sur des serveurs un système de mail, et qui en quelques années se fait racheter par un géant de l'informatique un peu plus traditionnel. Et donc c'est là que j'ai vraiment découvert, voilà, aussi à ce moment-là, la puissance du digital, à la fois puissance de création de business model, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises qui ont été citées et qu'on connaît, mais aussi comme puissante transformante de quasiment tous les secteurs d'activité. Et je pense que c'est très important parce que souvent on se dit ouais, moi mon business il est pas digital, je fabrique des choses ou je vends des choses, et il y a un moment donné où, surtout quand on fabrique, où j'ai un service qui est très humain, c'est du one-to-one, j'ai besoin de voir les gens, c'est du contact, etc. Mais on ne peut pas forcément devenir un business 100% digital, mais quoi qu'il en soit, je pense que tous les business ont à gagner à utiliser le digital, soit pour améliorer leur process, soit pour améliorer leur service client, soit pour améliorer leur veille, soit pour comprendre ce qui se passe, etc. Donc voilà, donc moi c'est un peu mon point de départ personnel, c'est de me dire voilà, il y a une révolution qui est en train d'arriver, j'ai envie d'être entrepreneur, ça va être un terrain de jeu incroyable. Donc j'y vais. Voilà. Et vous sortiez à l'époque d'une entreprise qui fournissait au restaurant des petits bips, vous savez, des beepers qu'on trouve sur les tables encore maintenant. Ça fait très très vieille école hein, quand on parle de ça déjà. Tout à fait. Et vous avez l'idée de lafourchette.com en sortant de cette entreprise-là Alors en fait, moi, ma première entreprise en sortant d'HEC, c'était une entreprise internet, donc que je crée en 99 avec un ami. Qui se termine peu après le 11 septembre, qui a été une énorme crise, en particulier dans le digital. Et après, en effet, je m'associe avec un autre ami et qui venait de récupérer une licence d'un produit américain. Donc on a distribué pendant 4 ans aux restaurateurs français. Et l'un plus l'autre, en fait, donc j'avais à la fois une bonne connaissance digitale et un intérêt, une passion pour le sujet, et aussi une très bonne connaissance des restaurants. Et finalement, à ce moment-là, on a rencontré un entrepreneur qui nous a dit finalement, vous devriez. On avait plein d'idées, parce que le digital, on peut tout faire, donc c'est un terrain de jeu infini. Il nous a dit vous devriez regarder ce que vous avez sur votre bureau. Donc il dit ouais, je vois des magazines de restaurants. Il regarde notre ordinateur, on faisait beaucoup de commercial, je vois des noms de restaurants sur votre base de données clients. Je vois du matériel pour les restaurants. Il nous dit mais réfléchissez à quelque chose dans la restauration. Voilà, parce que vous connaissez. Voilà, donc je crois que c'est important, c'est que vous avez tous, on a tous une expérience, une connaissance d'un secteur, d'un procédé, de clients, etc. Et finalement, c'est souvent là qu'il faut commencer par regarder quoi. Et donc cette idée, en gros... Et donc la fourchette, en discutant avec des restaurateurs, tout simplement, nos clients, et on se rend compte qu'il y a un mouvement qui se passe aux États-Unis, qui commence à se passer en Angleterre, et on se dit, c'est pour nous. Ouais. Donc ce mouvement, c'est quoi? C'est la réservation de restaurants ou d'hôtels en ligne? Parce qu'en fait, c'est adapté de la réservation d'hôtels en ligne, lafourchette.com. Ce mouvement, alors la réservation d'hôtels existait largement. Ce mouvement, c'est la réservation de restaurants. Il y a une entreprise qui s'appelle OpenTable aux États-Unis qui est en train de vraiment bien fonctionner. Et donc c'était au démarrage, c'est ce qu'on voulait faire.
Et après, l'histoire a un peu changé dans la manière d'approcher le marché. Mais en tout cas, on s'est dit, ça cartonne aux États-Unis. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en France. Donc, on le lance. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, on peut juste donner un chiffre pour ceux qui nous écoutent là, le chiffre d'affaires de lafourchette.com. Alors, on appartient à une boîte cotée qui ne communique pas sur le chiffre d'affaires de la fourchette, donc bien D'accord. essayé. Je savais déjà la réponse, mais je me suis dit, bon, on va tenter. Non, mais je pense que le plus significatif, c'est que chaque mois, on envoie 2 millions de personnes au restaurant. 2 millions de personnes au restaurant sur 12 pays. Sur les 12 pays, mais c'est quand même, aujourd'hui, on a 4 gros pays dans la France. Et rien qu'en France, ça doit être 700-800 000. Quoi. Alors, les principales difficultés que vous avez rencontrées au démarrage, parce que vous m'avez dit, il y a quand même des choses qui se sont passées qui étaient assez incroyables, parce qu'au début, vous allez voir des restaurateurs, vous leur dites, bon, il faut communiquer sur votre restaurant, etc. Et là, ils vous envoient des photos du restaurant par fax. Donc il y a eu un gros boulot quand même. Hein. Ouais, alors, nous, on les connaissait, les restaurants. Et d'ailleurs, parce que quand on a lancé La Fourchette, il faut bien comprendre, il y a 5 entreprises en France, dans les 6 mêmes mois, qui se sont lancées sur le même business model. C'est ça. Donc, je pense que l'un de nos avantages, c'est qu'on connaissait bien les restaurants. Alors que les autres, ils avaient juste vu OpenTable, et ils s'est dit, on va faire la même chose. Et donc, l'histoire du fax, elle est assez intéressante, parce que là où tous les autres, ils se disaient, on crée une plateforme en ligne et les restaurants vont venir s'inscrire, ils vont tout faire par eux-mêmes et puis ça va fonctionner. Vous êtes allé les chercher. Et nous, on a été les chercher un par un en se disant notre client final, c'est l'utilisateur. Si on veut que notre offre soit attractive, il faut qu'on ait un maximum de restaurants sur la plateforme, ce que les Américains appellent le supply. Il faut de l'offre. Et si jamais on doit attendre que les restaurants viennent, qu'ils comprennent ce qu'on fait, qu'ils acceptent de payer, etc., même aujourd'hui, on n'y serait pas, quoi. Et comme vous n'aviez pas justement un public conquis qui venait tout seul s'inscrire, vous aviez aussi des restaurateurs qui ne voyaient que du négatif, qui disaient je ne vois pas l'intérêt de vous donner des sous, monsieur. Moi, mes clients, ils viennent tout seuls dans mon resto. Voilà, il y a 15 ans, même il y a 10 ans, un restaurant, il n'était pas du tout intermédiaire. C'est-à-dire que tous ses clients, il venait en direct, soit par téléphone, soit en passage. Quasiment, mais à 90%, contrairement aux hôtels où il y a les agences de voyage, il n'y a pas d'agence de restaurant. Deuxième chose, il y a 10 ans, il n'y avait pas d'avis sur les restaurants. Le juge de paix, c'était le Michelin. On était dedans ou on n'y était pas. Quand on était dedans, c'était bonus. Quand on n'y était pas, ça ne veut pas dire qu'on était mauvais, ça veut juste dire qu'on n'y était pas. Voilà. Et il y a 10 ans aussi, il n'y avait pas de politique de prix dans les restaurants, à part les menus, le menu, c'est quand même une politique de prix, puisque c'est comment discounter un peu pour attirer les clients sur un package. Mais sinon, il n'y avait pas de politique de prix. Et nous, notre intuition, ça a été de dire, quand on a créé La Fourchette, on avait la résa évidemment en ligne de mire, le côté pratique, mais on avait aussi le côté yield management, c'est-à-dire ce qui s'était passé dans l'aérien et l'hôtellerie. Finalement, un restaurant, c'est une structure de coût principalement fixe, avec une capacité d'accueil. Et la table vide ce soir, elle est perdue pour toujours pour le restaurateur. Comme le siège d'avion qui décolle, comme le siège de train qui démarre, etc. Et donc on s'est dit, voilà, finalement tout ce mix-là, on s'est dit on va faire des promotions, il y a quelque chose à jouer pour le restaurateur. Mais donc quand on arrive devant un restaurateur qui est quelqu'un d'assez traditionnel, un secteur traditionnel, le restaurateur, la plupart du temps, il a arrêté les études à 16 ans. Donc c'est pas quelqu'un qui a été dans des logiques de marketing, dans des logiques, etc. C'est quelqu'un qui sait cuisiner, accueillir des clients et faire des courses. Et manager une équipe, parce que c'est compliqué. Et donc on lui explique, voilà, maintenant tu vas payer pour avoir des clients. Il dit, attends, les clients c'est gratuit, moi ils rentrent, quand ils rentrent dans mon restaurant c'est gratuit, quand ils m'appellent c'est gratuit. Non, mais attends, maintenant tu vas payer, c'est comme ça. Et puis tu sais, les clients en plus, ils vont pouvoir mettre une mauvaise note sur toi, ou une bonne, mais ils vont pouvoir mettre une mauvaise note, et quand ils ne seront pas contents, ça va être public, et tout le monde pourra l'avoir pendant 10 ans. Et du coup, la réaction, je vais payer pour avoir des mauvaises notes. Donc je vais payer pour avoir des mauvaises notes, globalement, le raccourci. Et puis, non mais tu sais, non seulement tu vas devoir payer, parce que c'est comme ça, c'est comme ça, en tout cas, parce que nous, il faut qu'on vive, mais en plus, si tu veux attirer plus de clients, il va falloir faire des discounts. Voilà, donc je vous laisse imaginer le chemin intellectuel qu'une profession doit faire pour passer de la step 2006 à la step 2016. C'est pas rien, donc c'est sûr qu'ils n'allaient pas le faire tout seuls. Encore aujourd'hui, chez TripAdvisor, ils réfléchissent à lancer des business dans la restauration, et on les aide évidemment, parce qu'on fait partie du groupe. Et ils ont le même réflexe, ils se disent on met quelque chose en ligne, et les restaurateurs vont venir. Je leur dis, mais non. Même aujourd'hui, nous on le sait, même aujourd'hui, alors qu'on a une autorité, etc., 80% des nouveaux restos, c'est nous qui allons les chercher.
Alors, la grande réussite, parce vous avez déjà convaincu les restaurateurs, ça, c'est une bonne chose. La grande réussite, c'est à l'été 2009, grâce à un système de promotion, vous allez dépasser les 600% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Comment vous y arrivez? C'est vraiment que la promo qui a fonctionné? Alors ça, c'est le meilleur souvenir d'entrepreneur dans une vie. C'est quand vous êtes en vacances, donc en plus vous ne travaillez pas, et que vous recevez un coup de fil de votre associé qui vous dit on est à plus 600% par rapport au mois d'août de l'année dernière. Et 600% de pas un ou deux, hein, c'était déjà un chiffre Ah, impressionnant. tout à fait. Enfin, en tout cas, c'était pas une ou deux résas. Et donc, Il ne donnera pas de chiffres, mais je sais plus. Donc, c'est un peu la magie. Enfin, il y a pas. Enfin, il y a un moment donné où je pense que c'est du time to market, c'est plein d'éléments, mais c'est sûr que l'étincelle, l'élément déclencheur pour nous, ça a été la promotion. Et qu'on a commencé à lancer vraiment. Alors on a lancé une nouvelle plateforme, on a commencé à faire du marketing en ligne, donc il y a plein de choses qui se sont passées en même temps. On était là depuis 2 ans, donc on avait quand même déjà des clients, on avait déjà quand même un début de notoriété, et donc un début de confiance, c'est important évidemment, hein, sur Internet. Mais l'élément déclencheur, on pense que ça a été les promotions, et pour une raison très simple et une leçon de base de marketing quand je vois des étudiants, je leur dis ça en premier. Quand on me dit c'est quoi les 3 conseils, je leur dis associez-vous bien, écoutez vos clients ou vos futurs clients et soyez sûr d'avoir une proposition de valeur qui est x10 par rapport à la proposition de valeur actuelle qu'ils peuvent trouver sur le marché. Pourquoi? Parce que l'habitude, qui plus est en France, un peu moins aux États-Unis, mais est tellement... c'est normal, la zone de confort, nos habitudes sont ce qui nous permettent de vivre, que changer d'habitude, c'est un effort énorme. Et donc, soit il y a une grosse carotte, soit on ne le fait pas. Sauf les early adopters, mais après, ils vont suivre. Et donc, finalement, quand on disait à nos utilisateurs, mais la réserve en ligne, c'est génial, regarde, tu peux regarder 24 heures sur 24, tu n'as pas besoin de téléphoner, tu es en open space, tu peux réserver, tu peux choisir entre plusieurs restos, etc. Ils disaient, ouais, c'est super, super, mais ils n'utilisaient pas. D'accord? Quand on dit à un utilisateur, ouais, sur la fourchette, tu as moins 40, moins 50% sur l'addition. Pardon? Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Attends, ça s'appelle comment la fourchette? Attends, je note, je vais comment? Voilà, donc la proposition de valeur est devenue beaucoup plus forte. Alors ça reste un mix entre la réservation, l'inspiration, mais la promotion était l'élément déclencheur pour que l'utilisateur bascule du je décroche mon téléphone ou je me rends dans le restaurant sans réserver à j'utilise un service comme la fourchette. Voilà, clairement, c'est ce qui a fait décoller les ventes. Je reviens juste un petit peu entre 2007 et 2009, la recherche de financement, parce qu'on en parlait avec Emmanuel Fraisse, il disait les banquiers en France sont trop frileux. Quand il s'agit de domaines un peu inconnus comme le digital, on n'ose pas. Vous m'avez dit que vous avez réussi à lever des fonds ici en France au démarrage, et qu'il y a 2 méthodes. Il y a la méthode agressive et puis la méthode un peu plus douce, un peu plus humble. Vous avez choisi laquelle? Alors, en toute humilité, la plus humble. Non, mais sur les levées de fonds, ouais, c'est vrai qu'il y a, et je le vois, et c'est vrai, et les deux fonctionnent. Après, c'est plus une question de personnalité, c'est ce que je vous disais. Comment vous avez convaincu les gens? Parce que apparemment, ça ne déclenche pas à tous les coups. Enfin, il n'y a pas non plus de recette. Un investisseur, lui, il n'a qu'un seul objectif, c'est d'essayer de faire une plus-value forte sur son investissement. Oui. Il est là pour ça, donc c'est clair. Il risque pas. Faut pas se tromper, donc il veut risquer le moins possible et gagner le plus possible. Alors, en finance, on sait que c'est pas possible et qu'en fait souvent le couple est inversé. Mais et donc comment est-ce qu'on a fait nous très concrètement? On a été voir des business angels et en fait finalement on a trouvé des restaurateurs plus des business angels. La chance qu'on avait, mais alors déjà nous on a autofinancé le démarrage. Donc quand on a été voir des investisseurs, on avait déjà peut-être 500 restos, on avait déjà la techno, on avait déjà des résas. Dans les restos, il y avait Ducasse, il y avait Robuchon. Voilà, donc on avait déjà un socle solide. On n'est pas arrivé avec un business plan. D'accord. Et du coup, voilà. Et on avait déjà des premiers métriques, etc. Après, la chance qu'on avait, parce que les investisseurs, je ne sais pas si on a la salle, maintenant je suis un investisseur, donc je m'inclus dedans. Emmanuel Fraisse, il investit. C'est un peu mouton, quoi, l'investisseur. C'est pour ça qu'il y a les phénomènes de bulles, etc. Parce que l'investisseur, c'est assez mouton. Donc ça veut dire que globalement, et en particulier en Europe, s'il y a un business model qui marche aux États-Unis, il adore, parce que ça diminue son risque, entre guillemets.
Parce En tout qu'il cas, se ça dit, me rassure. ça a marché aux États-Unis, ça devrait marcher en Europe. Voilà. Donc déjà, ça limite le risque sur le business model en lui-même. Et donc nous, il y avait OpenTable aux États-Unis qui à l'époque fonctionnait déjà bien, qui a levé des fonds, qui était presque en pré-IPO. Les investisseurs un peu connus le savaient. Donc ça a été l'argument principal finalement, parce qu'on s'est fait aider pour la première levée de fonds. Ça, c'est, je pense aussi assez important. Il y a des leveurs, c'est pas mal. Et lui, son argument, alors il était assez bourrin, mais en commercial, il faut être assez bourrin. Il disait, c'est pas compliqué, regarde ça, il y a OpenTable, ça va bientôt valoir 1 milliard. Et ben c'est la fourchette, c'est en Europe, ça vaudra bientôt 1 milliard. Voilà. Ok. Et ça End les of a the story. rassurés. Et ça a marché. Alors après, on a peu. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est vrai que dans les investisseurs, il n'y a pas eu beaucoup de Français finalement. C'était plus des étrangers, parce que lui, il avait un réseau assez étendu. International, ouais. Mais alors, après, ça a beaucoup changé. Hein. Là, je vous parle de 2007. C'est vrai qu'aujourd'hui, la BPI qui joue un rôle quand même génial. Souvent, il double les levées sur les premiers tours, etc. Ce qui rassure les investisseurs, parce qu'ils disent, bon, allez, je mets 200, mais la boîte aura 400. Donc finalement, ça permet quand même d'aller 2 fois plus loin. Et après, il y a quand même tous les clubs de business angel, etc. Moi, je suis entrepreneur, donc je ne crois absolument pas que c'est l'environnement qui empêche d'entreprendre. Voilà. Je le vois aux États-Unis maintenant, du coup, je travaille beaucoup avec les Américains. Les Américains, ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Les entrepreneurs américains, ils sont incroyables. Alors, on peut dire qu'ils ont un plus gros marché, on peut dire plein de choses, il y a plein d'investisseurs, mais il y a beaucoup plus de projets aussi aux États-Unis, quoi. Donc la concurrence, elle existe. Donc c'est pas l'entrepreneur, pour moi, il se sert de l'environnement pour créer de la valeur. Donc finalement, le côté il n'y a pas assez d'investisseurs ou c'est dur. Ouais, c'est dur. En même temps, c'est vrai que confronter son dossier des investisseurs, c'est aussi un bon moyen de progresser parce qu'ils ont quand même des remarques plus ou moins pertinentes, mais ça permet, c'est des clients quelque part. Voilà. Donc je dirais que mais par contre, la méthode humble, c'est sûr, c'est d'avoir plutôt quand même des data et un business déjà qui existe. Et puis, c'est de ne pas mentir. C'est vrai que moi, maintenant, quand je rencontre des entrepreneurs, je leur dis, mais ils me disent, je vous envoie l'Excel. Je leur dis, mais non, mais on ne voit pas l'Excel. J'ai besoin de la taille de marché, ton business model et de te comprendre toi. Si je vois un marché, si je pense que ta proposition de valeur elle est bonne et que tu es capable de monétiser et que le marché est gros et que je te fais confiance, j'investis. Le business model, j'en ai fait des milliers dans ma vie. Excel est un outil formidable. On peut tout faire dire à Excel. Je veux dire, d'autant plus que souvent au début, on a très peu de data. Donc c'est impossible de construire un business plan à part de dire il y a un marché d'1 milliard. À 5 ans, si je suis super fort, je peux en prendre 5%, ça fait 50 millions, quoi. Hein. Mais le reste, pour moi, c'est plus d'expliquer voilà, comment je gagne de l'argent et quelle est ma proposition de valeur que je regarde dans les dossiers dans lesquels j'investis. Alors, on parlait d'investissement et d'investisseurs étrangers. Là, on va évoquer le développement de l'entreprise à l'étranger, à l'international. C'est ce qui va d'ailleurs intéresser un peu plus tard TripAdvisor. Une anecdote illustrant votre arrivée sur le marché, par exemple, international. Votre plus grosse surprise, vous m'avez dit, on ne pouvait pas forcément adapter ce qu'on faisait en France dans d'autres pays. Aujourd'hui, vous êtes présent sur 12 pays. Au départ, vous avez commencé par l'Espagne. C'est quel pays qui vous a donné le déclic qu'il fallait s'adapter vraiment à chaque pays? Alors, nous, on est une entreprise très locale, hein, parce que comme on travaille dans la restauration, nos clients sont les gens qui habitent les villes. Et si on n'a pas les restos de la ville, ça ne sert à rien d'aller les voir. Donc, de toute façon, on doit, nous, dans chaque ville qu'on ouvre, on ne parle même pas de pays, on parle de ville, avoir des commerciaux qui démarchent des restaurateurs, etc. Il y a à la fois des comportements assez universels et des comportements un peu différents. C'est vrai que dans notre approche, finalement, on voit qu'il y a des pays comme la Suisse qui sont assez sensibles au côté réservation. Alors moi, j'ai des origines un peu suisses, je connais les Suisses. C'est eux qui ont inventé la montre, hein, donc ils aiment bien tout ce qui est planifié, à l'heure, etc. C'est pas un hasard. Et en particulier, ils réservent beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'avais un grand-père. Dès qu'il allait au resto, il réservait, il avait sa bouteille, son rond de serviette. On l'appelait par son nom. Et il était toujours à 8h moins 1 quand il avait réservé devant la porte du restaurant. Du coup, ça a super bien marché en Suisse, alors, non? Du coup, en Suisse, globalement, ça marche bien. Alors, c'est dur parce que de toute façon, création de boîte, c'est dur. Enfin, je pense que vous le savez. Mais même Airbnb, moi j'adore l'histoire d'Airbnb. Airbnb, vous connaissez tous, j'imagine. Il faut aller regarder des vidéos d'Airbnb qui expliquent les débuts d'Airbnb. Pendant 3 ans, je crois qu'au bout de 2 ans et demi, ils faisaient $400 de chiffre d'affaires par jour. Ouais. Au bout de 2 ans et demi.
Qu'est-ce qui les a fait décoller, eux? Écoute, comme vous, ce la qui promotion raconte la légende, hein, parce qu'après, il y a toujours un peu une légende, etc. Quand on les écoute, ils disent c'est le jour où on a été à Manhattan, qu'on a commencé à dormir chez nos propriétaires, qu'on a parlé avec eux. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu le déclic des photos. Ils n'avaient pas de photos sur Ils leur n'avaient site pas des à bonnes l'époque. photos. Et c'est vrai qu'Airbnb, c'est tout sur le visuel. Et c'est ce qui rassure, c'est ce qui donne envie, voilà, etc. Et voilà, et puis ça a décollé. Probablement aussi qu'il y a toujours... Une entreprise, on dit toujours que c'est les 3 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il se trouve que quand j'en parle, c'est assez vrai. Je ne sais pas pourquoi, espèce de loi, mais parce que c'est le temps de la maturité du marché. L'entrepreneur, enfin, en tant qu'entrepreneur, on est toujours en avance sur son marché, évidemment, puisqu'on essaie de le faire changer. Mais le temps du consommateur, il n'est pas le même que le nôtre, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous, on délivre un service que le consommateur est prêt à le recevoir. Voilà. Parce que le consommateur, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les habitudes, il a besoin de temps. Et finalement, j'ai l'impression que les 3 ans, c'est l'espèce de temps qu'a besoin un marché pour arriver à comprendre un service, à se dire oui, bah, finalement, c'est là depuis 3 ans, donc ça vaut le coup. J'ai confiance aussi. En B2B, il y a aussi la confiance. Je veux dire, je vois bien, moi, quand une petite entreprise vient nous voir pour la fourchette, maintenant, je dis bon, j'ai vraiment envie de travailler avec vous, mais sinon, si moi vous n'êtes plus là, j'aurais investi, mes équipes auront passé du temps et pour finalement devoir repasser sur une autre solution. Enfin, il y a de ça, quoi. Donc Airbnb, je pense que c'est ça aussi. Ils ont petit à petit fine-tuné, amélioré leur proposition de valeur, et puis ils ont eu suffisamment de supply aussi, d'offres, etc. Et puis ils ont fait le super truc des cornflakes, mais même ça, ce n'était pas le principal. Le rachat par TripAdvisor. Alors, on va raconter dans un instant votre journée de signature avec TripAdvisor qui là aussi reste gravé dans votre mémoire. Pourquoi avoir décidé de vendre? Emmanuel Fraisse tout à l'heure se lamentait un peu et à juste titre en disant mais pourquoi bon sang, quand on a une bonne idée en France, on ne peut pas la garder chez nous? Ça a été quoi, vous, le déclic? Alors, on a eu juste pour répondre sur le petite petite pique, on a eu deux types de réactions le jour de la vente où ça a été annoncé. Globalement, la réaction des investisseurs et des autres entrepreneurs qui nous ont dit merci. Merci, vous n'êtes prouvé que c'est possible de créer une boîte en France et de la vendre au leader mondial. Voilà. Et après, on a eu la réaction du public et des médias en particulier et du gouvernement. On a été appelé par 2 conseillers ministériels la semaine avant la signature, nous disant non, il ne faut pas vendre, etc. Qui est la catastrophe, une fois de plus, un fleuron français part à l'étranger. Alors, le gouvernement français ne nous avait jamais aidés, c'est l'inverse, en 8 ans. Hein. Et bizarrement, en une semaine, il y en a 2 qui ont trouvé mon numéro de portable. Ouais. Mais d'ailleurs, je ne leur demandais pas de m'aider. Hein. Enfin, je ne leur ai jamais demandé d'aide. Je suis entrepreneur. Je veux dire, moi, l'État, plus du privé, plus il me laisse tranquille, mieux je me porte. Le maire de Courbevoie se régale d'avance. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire à la fin, mais à mon avis... Mais j'ai vraiment été fasciné. Puis il vous appelle à 9h30 le soir, vous êtes en famille, machin. Autant vous dire que ça fait bien flipper les investisseurs, en plus, quand vous avez ce genre de coup de fil, qui ça y est, c'est perdu. En plus, il y avait eu... comment ça s'appelle 3 mois avant, il y avait eu pas YouTube, le YouTube français là, Dailymotion qui avait été bloqué. Enfin bon, voilà, donc c'était bonne ambiance. Non mais donc pourquoi vendre? Voilà, pourquoi vendre? Vous m'avez dit c'est que du plus, et ça je l'ai bien retenu. Mais vous étiez déjà dans 12 pays. Non, on était en 3 pays. Hein, dans 3 pays à peine à l'époque. Vous avez aujourd'hui 12, donc on comprend pourquoi du plus. Vous étiez arrivé à la fin d'un cycle, vous ne pouviez pas aller au-delà sans TripAdvisor? On était arrivé à la fin ce qu'on a considéré la fin d'un cycle, à la fois d'un de nos investisseurs qui était là depuis 5 ans, et l'investisseur il est là pour faire de l'argent et m'en sortir. Ça c'est la règle aussi. Alors, il y en a qui restent très longtemps, puis il y en a qui veulent sortir pour faire autre chose. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on était arrivé à un sein d'un cycle parce que pour la première fois depuis 6 mois, on était rentable. Il faut savoir que dans le digital, gagner de l'argent, c'est vraiment pas une habitude qu'on a. Et donc, on avait atteint une sorte de liberté, parce que quand on est rentable, on ne dépend plus de levée de fonds, etc. Donc, c'était un peu grisant aussi. Mais en même temps, on n'avait pas assez de moyens pour passer l'étape d'après, c'est-à-dire aller ouvrir d'autres pays, parce qu'on savait très bien que l'ouverture d'un pays, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut des commerciaux, puis il faut recréer la marque, il faut recréer l'habitude, ça prend du temps. On le voit bien aujourd'hui, on en a ouvert 12 et on pense que c'est 3 ans et demi, même bien qu'on ait un savoir-faire et une technologie pour atteindre un point, le point mort financier quand on ouvre un pays. Donc on ne s'était pas trompé là-dessus, on connaissait un peu nos business, et donc on s'est dit, voilà, il y a 2 options, soit on lève des fonds. On va chercher, on avait levé 8 millions à la dernière levée, 2 ans avant. Soit on cherche un acquéreur.
Évidemment. Alors moi, c'est vrai que d'un point de vue personnel, justement, j'admire les entrepreneurs. J'en ai vu aussi un certain nombre qui n'ont pas su vendre dans l'entreprise. Et ça m'avait toujours un peu attristé de voir des gens qui avaient des réussites mais phénoménales et qui finalement ont vendu 2, 3, 4 ans trop tard parce qu'ils s'étaient attachés à leur bébé. C'est un peu la même chose que tout à l'heure sur l'humilité ou quoi que ce soit. Quand on parle à quelqu'un qui boursicote, il y a ceux qui vous parlent que de leur bon coup, quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'ils gagnent, mais pourtant ils ne changent pas de maison ou de voiture. Donc vous dites, de temps en temps, ils doivent perdre aussi, quoi. Mais ça, ils n'en parlent pas, quoi. Donc je veux dire, ceux qui vendent toujours au plus haut, ça n'existe pas, quoi. Ou rarement. C'est le cas pour vous. On ne sait pas, ça se trouve, ça aurait pu aller plus haut. Oui, ça aurait pu aller plus haut. Là, on ne sait jamais quand on vend. Donc, mais en tout cas, voilà, il y avait ça. Après, d'un point de vue plus concret, le choix entre vendre ou relever, on connaissait bien notre business, on savait que c'était un business dur. On avait mis du temps à le monter, on sait que les marges ne sont pas très élevées, etc. Et finalement, on s'est dit, si on s'appuie sur un média qui a déjà ce qu'on appelle de la demande, donc du trafic, ça va nous économiser ce risque très fort d'ouverture de pays. Parce que aller voir les restaurateurs dans notre métier, c'est assez simple. Les signer, c'est maintenant devenu assez simple parce qu'on sait le faire. Mais créer du trafic, ça reste, pour tous les business, compliqué. Voilà. Donc, soit on est très viral, comme Facebook, Twitter, etc. Et ça se passe très bien. Même Airbnb est assez viral. Soit sinon, à chaque fois, c'est plein de techniques, c'est plein de canaux, etc. Et donc, on s'est dit, finalement, on n'était pas obligé de le faire. C'était aussi le bon moment pour vendre. Ça, je dis pas, mais je pense qu'on a vendu au plus haut. Marché hyper haut. Et tout le monde le savait que ça commençait à être un peu fou. Les boîtes valorisaient 10 fois le chiffre d'affaires. Enfin, c'est juste... c'est amusant parce que quand on va voir des entreprises traditionnelles ou un comptable d'entreprise traditionnelle... C'était, on rappelle, en 2010 Non, c'est en 2014. 2014. Donc voilà, donc c'était vraiment... Et dans notre secteur en particulier, ça devenait un peu fou. Donc voilà, et donc ça c'est vrai qu'on s'est dit, de toute façon il y a quand même une fenêtre aussi. À la fois on est rentable, on n'est pas obligé de vendre, donc en termes de négociation, on ne sera pas aux aguets, donc on peut très bien négocier, demander un prix, puis si la personne ne nous le donne pas, ne pas vendre. Et les marchés étaient très hauts. Voilà, donc quand on vend une entreprise cotée, évidemment, si elle est très fortement évaluée, automatiquement elle prend le chiffre d'affaires que vous lui apportez, elle le multiplie par son multiple, et ça lui fait une augmentation en bourse. Donc c'est assez simple. Donc si elle vous achète un peu moins, ça fait pour elle automatiquement un gain sur la valeur globale. Et donc voilà, le process. Donc on a décidé avec les actionnaires, on s'est dit non, finalement la bonne option c'est de vendre pour toutes ces raisons-là. Et à partir de ce moment-là, on a lancé un processus de vente qui a été très rapide en effet, puisqu'on a vendu entre le moment où on a rencontré TripAdvisor. Et le moment où ils sont venus signer dans votre bureau ici en France. Dans le bureau de l'avocat, c'était pas dans le mien. Ce genre de choses se passe quand même chez un avocat. Il y a des gros montants en jeu. Il s'est passé 2 semaines. C'était la belle histoire. Et c'est là aussi, et c'est pour dire sur les Français, c'est à cause de l'État, c'est à cause des investisseurs qu'on n'est pas bon, etc. Il y avait 2 Français qui bidaient. On a eu plusieurs offres. Enfin, il y avait un Français qui a bidé, et après, il y a un Français qui m'a dit « je suis intéressé ». Parce qu'on avait lancé le process quand même, ça n'a pas pris 2 semaines au total, mais on a lancé le process, 3 semaines après, TripAdvisor nous a appelés. Il y a un Français qui, au moment où on a lancé le process, m'a dit « je suis intéressé ». Il m'a rappelé, j'avais déjà le cash sur le compte. Ah oui. Ah. Oui, vous voulez. Et il était à 2 rues. Il était à 2 rues de nous. L'Américain à Boston, lui, il avait eu le temps de venir, auditer, acheter la boîte. Ouais, c'est sûr. Ça laisse rêveur. Bon. Et ce jour. Pourtant, c'était une start-up. Enfin, c'était une entreprise digitale dont je parle en France. C'était pas Renault. Et ça, on imagine pourquoi ça reste. Le pauvre Renault, ce soir, c'est pas leur jour. Ils sont pas à la fête. On va terminer avec votre point de vue sur ce dont on a parlé depuis le début de cette soirée, la disruption digitale. Comment rester dans la course aujourd'hui? Parce que c'est bien d'être en tête. Comment ne pas se faire distancer au quotidien, à la fourchette, dans 12 pays? Alors déjà, il ne faut pas trop y penser, c'est ce que je dis à mes équipes, parce que si on se regarde toujours dans le miroir, ça finit par être négatif. Non, même conseil que précédemment, je pense que si on est vraiment à l'écoute de son marché, pareil sur le service client, quoi. Alors, j'aime pas trop le terme service client, je préfère expérience client, parce que le service client en France, c'est vraiment que le côté call center, etc.
Mais voilà, si jamais on continue, nous, là, on prévoit des assez gros changements à la fourchette. Ça a marché, ça n'a pas marché, mais justement parce qu'on se rend compte que le marché est en train d'évoluer. Justement, et comment, alors peut-être sans déflorer, Ouais, non, non, mais comment va évoluer la fourchette demain? Ça ressemblera pas du tout à ce qu'on voit aujourd'hui avec le système de promotion, de réservation, de notes. on va garder des composants, mais par exemple, ce qu'on va essayer de faire, c'est de beaucoup mieux segmenter notre offre. Aujourd'hui, c'est trop tout sur la fourchette. Voilà. Il y a 5 ans, c'était pas tout parce qu'on était petit. Aujourd'hui, par exemple, dans une ville comme Paris, il y a trop de choses sur la fourchette. Voilà. Donc l'utilisateur, on le perd. Voilà. Ça, c'est une des problématiques qu'on a. Autre problématique qu'on a, les bons restaurants, on a du mal à travailler avec eux. Voilà, parce qu'on a une proposition de valeur pour les bons restaurants qui n'est pas la bonne, parce que payer pour avoir des couverts pour un restaurant qui n'a pas besoin de couverts, c'est idiot. D'accord. Donc on a beau être un très bon commercial et réussir à lui vendre, in fine, il finit par arrêter, par comprendre. Il dit mais finalement je ne comprends pas, mon client là, il passe par toi, avant il venait gratos. Et voilà, les promotions c'est un énorme moteur pour nous, mais il y a un enjeu d'image. Voilà, donc il y a plusieurs éléments comme ça qu'on a, de challenge qu'on a. Et en fait, le vrai truc pour ne pas se laisser distancer, c'est sûr, c'est ce qui est génial, moi je trouve, c'est que il ne faut pas s'endormir, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est ce que je dis à mes équipes. Et là maintenant, j'ai un nouveau motto, je leur dis que vous êtes tous des entrepreneurs, quoi. Vous devez tous être des entrepreneurs. Là, j'étais en Suède mardi. C'est le début, on a lancé il y a 1 an, je dis 3 ans et demi, donc ils sont au début, ils me demandent, mais c'est quoi, ils me demandent d'après toi, comment on va faire pour y arriver. Je leur dis, mais ne me demandez pas. Hein. La force est en vous. Et moi, éventuellement, je vous ai donné un bout de partition, mais l'orchestre, c'est vous. Hein. Ouais. Le concert, c'est à vous de le jouer. Hein. Moi, je ne suis pas là, je ne connais pas les clients. Je peux vous dire comment j'ai fait en France, on peut vous dire comment on a fait en Espagne, et comment on a fait, c'est qu'on s'est battu. Hein. Je leur dis un seul conseil, hein. Travaillez. Hein. Bertrand, ouais, ça rejoint l'un des 3 conseils que vous donniez tout à l'heure, bien recruter. Et vous me disiez, à force de recruter des gens par défaut, j'ai fini par recruter un recruteur. C'est en gros ce que vous pourriez donner comme dernier conseil ici. Alors, oui, je ne sais pas. Ça, c'est pas un secret, mais c'est comme tout. Il y a des choses, on les sait, mais c'est pas pour autant qu'on les applique. Donc, quand on dit à quelqu'un, il faut recruter des gens bien, personne ne va vous dire, ah bah non, moi je recrute des gens qui sont mauvais. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le recrutement est souvent un poste qui est complètement je sais pas comment dire, staffé ou sous-financé, ou voilà. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, il faut recruter que des cadors, mais on met pas les moyens. Et pourtant, moi, alors là pour le coup, les startups qui réussissent, par les États-Unis, c'est l'équipe. C'est un truc, c'est ça. L'idée, les Américains ont dit, c'est 2% du succès d'une boîte. Et là, je vous ai dit, 5 la fourchette qui sont créées en 2007, il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. Pareil pour tout. Airbnb, ça existait. Hein. Les taxis, les voitures avec chauffeur, ça existait. Hein. Ouais, ça s'appelait les chauffeurs de grande remise à l'époque. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà. Donc l'équipe est essentielle. Donc, nous, ce qu'on a fait, voilà, c'est pareil, c'est ce que j'appelle écouter son marché, comprendre, etc. Et il y avait quelqu'un qu'on ne trouvait pas, on a pris un recruteur. Pour une startup, c'est juste un peu de truc un peu fou au démarrage. On a très peu d'argent, on va mettre 10 000 € dans un recrutement. Enfin, voilà, on s'est fait vraiment violence. Et puis, j'ai sympathisé avec le recruteur. Et du coup, pour le 10 000 €, j'ai eu 2 recrutements. Parce que j'ai eu la personne qui m'a recruté et je l'ai recruté lui. Donc ça, déjà, c'était bien. Ça m'a économisé. Ça a divisé le coût par 2, j'étais content. Et en fait, ça a été génial. Parce que ça s'est fait un peu par hasard. Mais à partir de ce moment-là, il est resté 2 ans ou 3 ans. Le recrutement, c'était simple. On lui disait voilà ce qu'on recherche. Et lui, avec des méthodes de recruteur. C'est-à-dire que, en plus, il y a LinkedIn maintenant et tout, mais il n'y avait pas forcément. Mais appel, chasse, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, les candidats, quoi. Ils sont en poste, les bons, ils sont en poste. Ils n'ont pas forcément envie de bouger, quoi. Donc, aller les chercher, vérification de tout. C'est un peu violent et je ne devrais pas dire ça. On n'a pas trop le droit de faire ça, mais le gars, il demandait les fiches de paye, quoi. Il demandait les fiches de paye et il disait non, mais moi, si vous ne me les envoyez pas, de toute façon, on arrête la discussion ici. Mais comme ça, on avait tous les éléments, c'était carré. Et le recrutement, ça se faisait bien et on a eu des bons candidats. Voilà. Et ce que j'ai dit après, c'est que c'est vrai qu'on a un peu oublié ça, même dans une boîte, parce que. Et puis là, on est en train de relancer, voilà, 4 ans après. Et là, on avait un recruteur ou 2, mais là, on a une nouvelle DRH, on remonte une équipe de recruteurs. On va avoir 5 recruteurs au total, enfin un directeur de recrutement et 4 recruteurs, pour
quand on a un besoin, trouver la bonne personne. Et ça veut dire quoi la bonne personne? À la fois les compétences, mais aussi l'état d'esprit, entrepreneur, aussi la force de travail. Voilà, je le dis, hein, c'est que moi je ne crois pas à ce qu'on puisse y arriver sans bosser. Et donc voilà, c'est un ensemble de composants, la culture aussi. En effet, chez nous, l'humilité, la bienveillance, mais des gens qui vont porter l'entreprise, parce que c'est une somme de combats et il faut les gagner tous. Voilà. Donc, moi, on est 550 à la fourchette aujourd'hui, je ne peux plus les gagner tous, donc je veux des gens qui les gagnent pour moi. Voilà, musclez-vous. Merci beaucoup Bertrand Gélin-Splinger qui a partagé avec nous cette success story de lafourchette.com. Restez là Bertrand. On va simplement faire peut-être tourner un micro. Est-ce que quelqu'un chez vous, ici, là, quelqu'un ou quelqu'une chez vous, ne regardez pas à la télé, même si ça ressemble à une télé, veut poser une question à notre invité? Sinon, oui, allez-y, on va vous faire passer un micro. Je crois que le micro n'a pas marché, donc retour sur le taux de réservation des restaurants. Alors, nous, on le connaît, hein, le taux de réservation des restaurants, globalement, parce qu'on connaît leur capacité et on sait le nombre de réserves qu'on leur envoie. C'est ça la question? C'est combien est-ce qu'on représente pour un restaurant aujourd'hui ou... Alors, la stat, c'est pas évident hein, d'avoir la stat précise. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on représente à Paris entre 10 et 25% des couverts d'un resto. D'accord? Donc après, ce qui n'est pas évident, c'est de savoir là-dedans ce qu'il aurait eu et ce qu'il n'aurait pas eu. Ce qu'on sait, c'est que par les promos, en fait, c'est beaucoup de couverts additionnels. Parce qu'en fait, on provoque, c'est ce que je disais tout à l'heure, on provoque du changement d'habitude par la promotion. Voilà, donc on communique sur 20% à Paris de business via la fourchette additionnelle. Il y a un client La Fourchette ici. J'ai un restaurant bar à vin. Ah oui, je veux dire, mais je suis un client. Oui. Parce que, en fait, Emmanuel paye, Fraisse connaît très bien lafourchette.com parce qu'il a, il a investi dans un bar à vin. J'ai un restaurant bien, ou pas? tout à fait qui marche bien et La Fourchette marche bien. Et c'est vrai que je vous donne une astuce, je ne devrais pas, c'est pas filmé, mais ça coûte 2 €. Donc ce que vous faites, c'est vous augmentez les prix de 2 € aussi. Voilà, je vous dis ça. C'est quand même une astuce. Et c'est ça, c'est pour vous parler de l'irrationalité des clients qui viennent. C'est qu'en fait, vous faites venir par la promotion et ils dépensent plus. C'est énorme. Le consommateur moyen est énorme. Donc il gagne, il va consommer plus, il va manger plus, il va boire plus. Ah, mais il a fait une promo. Il est content. C'est vrai. C'est la magie du marketing. Oui, une question, madame. Oui. Je voulais savoir quelle est la corrélation entre l'évolution de l'entreprise en termes financiers par rapport à votre business plan initial? Alors, c'est amusant. Ouais. On avait fait un business plan à 5 ans. T'es vraiment naïf. La première année, on était largement en dessous. La deuxième année, largement en dessous. La troisième année, largement en dessous. La quatrième année, on commence à rattraper. La cinquième année, au-dessus. Bravo. Bravo. À 10 ans, ça aurait été Comme formidable. quoi, hein, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Mais le marché était là. La restauration, c'est 2,5 milliards en France de repas pris par an dans les restaurants service à table. Hein, on ne parle pas du fast-food. 2,5 milliards. Et vous captez combien en pourcentage de ces 2,5 milliards de repas? Très peu, c'est ce qui nous donne plein d'espoir. Déjà 1%, c'est magnifique. Allez, encore une question. Bonsoir. La Fourchette, c'est une marque en français. Je voulais connaître la perception à l'étranger et savoir quelle réflexion vous aviez menée lors du développement international par rapport à la stratégie de marque. Une très bonne question. Je vais essayer de faire court. C'est vrai qu'on a un peu survolé l'international et vous avez raison d'y revenir. On adore La Fourchette. On pense que La Fourchette nous a beaucoup aidé en tant que marque en France. Ça veut tout dire. Ça se mémorise très simplement. C'est connivant. Voilà, il y a énormément de valeur sur le nom. Ça nous a beaucoup aidé en Espagne aussi. On s'appelle El Tenedor. Et La Fourchette, El Tenedor est aussi gros que La Fourchette en France. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est dans l'esprit des Espagnols et dans l'esprit des Espagnols, El Tenedor est une entreprise espagnole. Ce qui est aussi important.
Alors, il y a un des cofondateurs espagnols qui a été incroyable pour ça. Parce qu'il a joué le truc et encore aujourd'hui, et quand on a été racheté par TripAdvisor, il y a eu plus de presse en Espagne qu'en France. Et alors évidemment en Espagne, ultra positif. Hein. Ultra positif. Voilà. Donc la fourchette, on y croit beaucoup en tant que marque, et voilà, parce que c'est local, parce que, etc. Le gros problème qu'on a, c'est que c'est impossible de le mettre à l'étranger. C'est pas compliqué parce qu'il y a des mots français qu'on peut mettre à l'étranger, mais la fourchette, il ne faut pas oublier que dans le digital, une marque, elle doit s'écrire. Hein. Le consommateur, il doit écrire la marque. Mais pourtant, The Fork, en mais anglais, la fourchette, ça sonne bien, mais ça n'a pas du tout le même impact alors, pour un anglo-saxon, c'est ça? Je sais pas, en tout cas, Il mange avec les mains au burger. La première question... La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on appelle la fourchette partout? On a dit non. Le deuxième scénario, c'était est-ce qu'on s'appelle une marque locale partout, comme ce qu'on a fait en Espagne, El Tenedor, ce qu'on avait commencé par faire. D'accord. TripAdvisor là-dessus nous a dit oh là là, les Français, là, vous êtes mignons là, mais nous on a une marque, on fait 20 fois plus de chiffre d'affaires que vous, ou 50 fois plus de chiffre d'affaires que vous. Vous êtes en train de nous créer 12 marques. Attendez, ça ne va pas du tout, quoi. Vous vous rendez pas compte, on ne veut pas 12 marques. Donc vous nous trouvez une solution, mais on veut une seule marque. Et donc on a décidé, après moult réflexions, etc., dans les nouveaux pays, alors on garde la fourchette en France, comme vous avez pu le constater, mais dans les nouveaux pays, de s'appeler The Fork. Ce qui permet quand même de garder notre identité un peu connivence, notre logo, notre identité visuelle, mais d'avoir une marque qui est quand même, bon, anglo-saxonne, ça marche toujours, un nom que tout le monde connaît, parce que The Fork, c'est un des premiers mots qu'on apprend en anglais, et qui est assez court, ce qui est toujours une vertu pour une URL, et qu'on avait, donc on n'a pas besoin d'acheter. Donc voilà, quand on ouvre les nouveaux pays, on s'appelle The Fork. On a aussi racheté 5 sociétés depuis qu'on fait partie de TripAdvisor. Ça fait partie du plus de faire partie d'un groupe comme ça. Et là, en fonction de la taille de la société, soit on a tout de suite changé la marque pour s'appeler The Fork, soit si la marque était déjà bien implantée, parce que ça a de la valeur une marque, on a gardé la marque locale. Parce qu'après, autant c'est plus simple pour nous d'avoir une seule marque, d'un point de vue d'identité, d'entreprise, culture, etc. Autant c'est vrai quand même que comme c'est marché très local, c'est pas non plus fondamental. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 5 marques. On n'en a pas 12, on n'en a pas une. On a 5 marques. Mais The Fork est a priori la marque qui l'emportera sur le long terme. Ou TripAdvisor. Dans les réflexions, pour l'instant, on a dit qu'on ne le faisait pas, mais un jour, on pourrait s'appeler TripAdvisor. Tout est possible.